Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la surveillance industrielle qui va du cryogénique moins 269 à la très haute température, plus 650 degrés. Nous sommes aujourd'hui avec Paolo Sermisoni, Business Development Manager de la section industrielle de PCB Piezotronics, et Christian Medrano, qui est responsable du marché industrie en France. Nous attendons quelques instants, voir si tout le monde est bien connecté. Est-ce que si vous avez des difficultés, vous avez un chat sur le côté sur lequel vous pouvez déjà nous dire si vous avez des difficultés et poser aussi vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Je laisse Christian commencer. Oui, bonjour. Christian Medrano, donc chef de marché pour la société PCB en France. Donc je vais vous présenter donc la société PCB. Donc PCB Piezotronics, c'est une société américaine qui a été fondée à la fin des années 60 dans l'État de New York, plus précisément à Buffalo. Donc PCB développe, fabrique des capteurs dans ses propres usines, donc pour faire des accéléromètres, des capteurs de pression, des capteurs de force, des microphones et donc tout ce qui est donc mesure de grandeur physique. Donc PCB au niveau mondial, c'est aux alentours de 1600 employés pour un chiffre global de 300 millions d'euros. Donc depuis 2021, donc la société PCB appartient à un grand groupe, le grand groupe Amphenol, qui est un groupe coté à la bourse du Nasdaq, qui est un très grand fabricant donc de connecteurs et de produits de haute technologie, également de câbles. Et nous faisons partie donc de la division des capteurs donc du groupe Amphenol. Amphenol, bon, quelques chiffres, c'est 80 000 employés pour 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc PCB France, donc la filiale française de PCB, qui a été créée en 2000. Aujourd'hui, PCB France, c'est 17 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Donc, sinon, PCB, donc, c'est plusieurs marques au niveau mondial. C'est évidemment la marque PCB, c'est la marque Andevco, c'est la marque The Modal Shop, Larson Davis. Et donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc la marque IMI Sensor. Ce sont des produits qui sont dédiés pour le monde industriel. Et je laisse la main maintenant à Paolo, qui va mieux nous parler de tout ce qui est produit IMI. Bon après-midi à tous. On verra maintenant les environnements typiques où les capteurs de la bande de mesure extrême, soit côté froid, soit la côté chaud, donc cryogénique ou bien haute température, trouvent des applications avec nos capteurs. Dans les environnements typiques, vous connaisserez sans doute le côté basse température, l'industrie LNG, liquid neutral gas, c'est assez populaire dans ces jours ici. L'industrie chimique, qui ont des applications où le froid, ça devient fondamental pour des mesures dans le laboratoire, et par exemple aussi dans le pharmaceutique. C'est-à-dire que au contraire, ce qui concerne la température, on a donc pris une couleur différente, vous voyez le rouge, c'est les turbines à gaz, qui est un peu le symbole de mesures à haute température, soit pour les applications énergie, soit pour les applications aéronautiques, qui sont directement liées parce que la dernière génération de turbines à gaz part des projets du début, etc. à l'époque, pour des turbines d'avion, pour une question de puissance, question de poids, etc., pour arriver au domaine de raffinerie et jusqu'à la sidérurgie. C'est un autre ambiance qu'on connaisse être assez chaud. Donc, c'est notre... avec ce webinaire, on peut vous donner une petite présentation, soit de l'ambiance où on se trouve à jouer avec nos capteurs, et donner aussi des, comment dirais-je,
des informations qui concernent le capteur lui-même. C'est facile à dire. Un capteur, comme d'habitude, un peu comme le corps humain, marche tranquillement dans les températures ambiantes, mais dès qu'on décale à l'extrême des températures, soit dans la construction du capteur, soit l'électronique, soit le cristaux qu'on utilise pour avoir le début de la formation physique au niveau de capteurs même sont très importants et ils ont un rôle, dirais-je, fondamental pour la réussite du produit final. Donc, si on parle maintenant de la côté froide, donc on parle du froid jusqu'au grand chaud, comme j'ai dit, l'industrie cryogénique, on a à quoi faire avec du gaz industriel. Le gaz industriel, c'est un gaz, comme vous connaissez, la plupart de vous peut-être, le NG, c'est à moins 162, et l'hydrogène, qui devient toujours de plus en plus populaire dans les applications de l'énergie, qui arrive jusqu'à moins 252. Donc, c'est un gaz qui au début est refroidi jusqu'à moins 162. Ils arrivent donc pour la question de transport et stockage mis dans cet endroit où la température doit arriver à moins 252. Ici, on a une liste, peut-être une liste partielle, n'est pas complète, mais acétylène, argon et hélium, hydrogène sont les plus populaires dans ce domaine. Donc, les gaz sont employés, comme on a dit, dans l'industrie médico-industrielle et sont utilisés dans les secteurs, comme on l'a dit, aussi dans l'agroalimentaire, alimentaire, boissons, secteur minier, etc. Donc, en continuant sur l'industrie cryogénique, comme on a dit, le gaz, après, donc, il doit être stocké et après qu'il est stocké, il va être transporté d'un côté à l'autre dans le spécialisé à recevoir ces gros navires avec le gaz à moins 162. Donc, le volume du gaz naturel à état liquide est donc 600 fois plus petit. Ça, ce sont des informations. Si vous êtes curieux pour savoir de plus de le point de vue physique de l'état gazeux de l'énergie. Donc, au-delà de la formule et au-delà du système, ce qui nous intéresse, c'est que pour passer d'un état à l'autre, le liquide doit être pompé dans des bouteilles sous pression pour le transport. Et quand on parle pomper, ça vient automatiquement, il faut penser qu'on a bien sûr des problèmes avec, il faut contrôler ce qu'il est le système, les pompes. Comme vous voyez dans le procédé de liquéfaction, donc le gaz, comme on l'a dit, il vient refroidi mécaniquement avec un point de condensation comme ça. Et ce sont les pompes qu'on appelle cryogéniques qui font le travail, ce travail-là. Alors, qu'est-ce que c'est une pompe cryogénique? Je ne veux pas me perdre dans faire une explication technique. Peut-être entre nous, sans doute, il y a des gens qui peuvent le traîner comme elle est faite. Disons que c'est une pompe en général immergée à vide, poussée, qui utilise la température cryogénique inférieure, comme vous voyez, ils arrivent jusqu'à moins 190 degrés Celsius pour transférer le gaz dans le carburant industriel. Donc, les conteneurs sont bien sûr pressurisés, comme on a dit, et donc pressurisé, ça veut dire automatiquement tout le système doit être bien isolé et aussi réfrigéré. Et c'est dans ces cas-là qu'on a la plupart des fois, c'est pas, comment dirais-je, obligatoire, mais on voit qu'il faut faire une monitoring, donc dans le domaine de l'industriel, sur des possibles problématiques qui sont liées à ces secteurs. Donc, la cavitation, comme vous savez, c'est un problème assez facile à trouver. Les roteurs fissurés à cause de la température, à cause du matériau qui ne résiste pas, le relâchement mécanique dû à la fabrication, le désalignement dû à la vitesse, le frottement du roteur, donc la dilatation thermique, le déséquilibre, les roulements aussi usés et endommagés. Donc, c'est tout une possible cause de défaut du système qu'il faut faire donc une monitoring. Comment on fait ce monitoring?
Il y a deux façons principalement pour le faire. Donc, une, c'est la mesure de pression qui donne sans doute idée de ce qui passe à l'intérieur de la pompe. Et l'autre, s'il y a des vibrations qui sont associées à les problématiques qu'on a vues, qu'on a donné la liste il y a dans la diapo précédente. Dans ce cas-là, nous avons donc des capteurs, comme on les appelle, soit pression, soit vibration, on les définit cryogéniques parce que la construction du capteur, le matériau, le cristaux et l'électronique, quand il y a l'électronique à l'intérieur, sont donc testés, sont vérifiés à la température. Ici, on a mis les couleurs, j'espère que vous le voyez, les couleurs, à partir de moins 269, donc on a un capteur d'accélération qui peut être utilisé à partir de près d'ici, donc à 1 Hz jusqu'à 4 kHz, et qui a comme matériau particulier la piésite. Donc c'est un céramique traité pour arriver à des environnements comme ça. Tandis que on monte à moins 196, excusez-moi. Donc, soit le capteur de pression, par exemple la série 102B, ou le capteur. Donc, vous avez deux catégories de capteurs. Le capteur plus robuste, qui commence avec la chiffre 6, donc 637 et 638, sont des capteurs industriels. La définition d'un TTS, elle est robuste, un peu comme un camion, avec un connecteur plutôt comme un connecteur militaire de la ligne en phénol. On appartient au groupe en phénol et donc on utilise les connecteurs en phénol. Tandis qu'il y a des endroits dans les laboratoires où le capteur doit être réduit parce que la forme et l'endroit où on peut mettre le capteur nous demande des dimensions mini. Et donc, on est obligé à faire des capteurs avec des connecteurs plus de le monde test, comme vous voyez sur le Microdot, le 10132. Et là, vous avez deux modèles de la série 351, un avec le connecteur en tête et l'autre avec le connecteur latéral. Mais peu importe les connecteurs, etc., ce qui est important, que si, comme vous voyez, on a dans les capteurs à partir de moins 196, l'électronique est à l'intérieur du capteur. Donc, l'électronique à l'intérieur du capteur, ça donne sans doute des avantages parce que vous avez un système de mesure complète. On livre le capteur avec l'électronique ensemble et l'étalonnage qu'on fait, c'est de la chaîne de mesure complète. Même si vous avez un câble, peu importe si le câble ou le type de câble, qu'il est 3 mètres, 30 mètres ou 3 cm, ça ne changera pas la sensibilité du capteur, ça ne changera pas la réponse en fréquence du capteur. Donc, la première chose intéressante de cette série de capteurs est qu'avec une particulière électronique, on arrive à faire le capteur, comment dirais-je, traditionnel, et on peut donc l'utiliser dans des domaines à très basse température. Et en partant de ça, donc de l'autre côté, on a le même problème, mais la température n'est pas le froid, le grand froid, mais c'est la grande température. Donc, comme on a dit avant, le domaine surtout de l'énergie qui emploie de plus en plus de turbines à gaz, turbine à gaz naturel, turbine qui se devient maintenant un mélange avec l'hydrogène, avec un futur proche où sera tout que l'hydrogène. Donc, on a des capteurs et là, la question, c'est de monter avec la température. Et en montant avec la température, on peut vous donner que dans le cas de l'accéléro, comme vous voyez, l'accéléro en principe est assez, comment dirais-je, élémentaire comme construction. On a donc, comme vous voyez ici, on a des cristaux, on a de l'électronique, c'est les petites espèces d'enveloppes noires que vous voyez en tête, comme ça. Et après, il y a la base et il y a les connecteurs. Donc, un capteur traditionnel avec l'électronique traditionnelle peut arriver jusqu'à, comme on a dit, de moins 190 jusqu'à la température de 180
degrés Celsius. Au-delà, on est obligé de sortir l'électronique du capteur, de mettre l'électronique à côté du capteur. Donc ça, c'est la grosse différence entre la cryogénique, où on arrive même à l'extrême de température avec l'électronique à l'intérieur du capteur, et pour ce qui concerne la haute température, on est un peu obligé à mettre la température au-delà de la bande 180. Je peux vous dire qu'on est en train de faire des tests avec des capteurs de nouvelle génération pour le monitorage industriel qui arriveront avec une durée assez fiable à température jusqu'à 200 degrés. Mais 180 ou 200, ça ne change pas le principe. Si on va faire des mesures à 400 ou 500 degrés, on ne s'en sortira pas. On est obligatoirement obligé à mettre l'électronique dehors. Donc, ça, c'est le capteur. Donc, le capteur est très important. On a les capteurs donc, qui doit avoir un câble haute température, et ce câble lié à un amplificateur à l'extérieur. Et on a donc deux types de capteurs, qu'on les appelle pas les capteurs avec l'électronique intégrée au ICP, que c'est le trademark de notre usine, mais on les appelle techniquement les capteurs mode de charge, en référence commun utilisant des connecteurs coaxiaux. Donc coaxiaux, comme vous le voyez, c'est assez simple, et avec des dessins, avec des particuliers produits, on arrive jusqu'à la limite de 650 degrés. Mais très important à noter. Donc, si vous voyez dans un petit schéma inversé en bas, vous voyez le principe de fabrication d'un accélérant. Donc, vous avez une belle base. Nous avons une base isolée. Vous avez le cristaux. C'est notre isolant. Et puis, il y a la masse. La masse, toutes les fois que vous avez une vibration, la masse va, comment dirais-je, peser sur le cristaux. Et le cristaux va générer une charge électrique qui est convertie à l'extérieur par un amplificateur de charge. Donc, ça c'est simple, la charge est comme ça, donc c'est un fil direct, on a un bon grounding, on espère toujours avoir une belle mise à terre, soit côté instrument, soit côté capteur, et donc tout passe, tout va bien dans un système comme ça, théoriquement parfait. Tout le monde est content, tout le monde va faire les mesures avec une bonne fiabilité, pas très grand bruit comme ça, etc. Mais malheureusement, comme vous savez, il y a aussi des fois où la mise à terre n'est pas fiable, c'est pas facile, la structure, la ligne, le labo, etc. Et donc, on a, comment dirais-je, une variation continue, et cette variation continue va bien sûr créer du bruit, va créer de l'instabilité de la mesure. Donc, on ne s'en sort plus en pensant quel est le signal originaire et quel est le signal qui est donné à cause de la perturbation du système. Et voilà que l'électronique nous donne un coup de main en faisant le capteur de charge avec une sortie qu'on appelle différentiel. Donc, différentiel, comme le mot dit, on a donc le même principe de mesure, mais cette fois-ci, on a deux câbles qui sortent et ces deux câbles vont dans un système, dans un ampli qui est du différentiel. Alors, il n'y a rien de magique de là, mais c'est que avec un système différentiel, nous avons pratiquement les deux signaux, donc le signal de la mesure avec le bruit, qu'il est le même de l'autre côté. Donc, la différence entre les deux reste le signal pur et on va pratiquement annuler le problème l'instabilité de la mesure elle-même. Donc ça, c'est quelque chose. Ça vient automatiquement de dire, mais pourquoi alors on utilise que les capteurs à sortir de différentiel? C'est vrai, mais on a des fois où la dimension du capteur, la construction du capteur, l'endroit où on peut mettre le capteur est si petit qu'on n'arrive pas à faire un capteur avec une certaine construction à l'intérieur avec la sortie différentielle. Donc, en théorie, la différentielle, c'est toujours à regarder comme de prendre en considération, mais il y a des problèmes, comme j'ai dit, du système de mesure, qui est aussi au système d'acquisition, etc., qui nous demande d'avoir un système
point de vue technique plus simple comme la sortie le charge normalement. Donc, voilà un petit schéma entre les deux différences, bruit, câblage, circuit, avantage de la sortie différentielle. Donc, la présentation sera disponible à la fin de notre présentation. Donc, vous pouvez regarder. Si vous avez des doutes, vous pouvez sans doute revenir à nous. On peut vous donner des informations supplémentaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. On utilise un certain type d'opérationnel, le capacitor, etc. Donc, c'est le principe qui est valable. C'est ça le message qu'on veut passer avec cette présentation. Soyez qu'il y a donc la version aussi différentielle. Pour le capteur de pression, par exemple, les capteurs de pression, les très petits capteurs de pression comme la série 102B, donc là, on n'arrive pas à faire un système différentiel. Et si on peut utiliser le système avec l'électronique à l'interne, dans le cas des capteurs ICP, pour les capteurs de pression, donc on a une limitation dans des composants dedans, et on arrive à faire un capteur avec l'électronique qui peut aller assez basse température, moins 186, mais on n'arrive pas à soutenir une température à plus que 100 degrés Celsius. Donc, vous voyez le capteur, vous avez le petit dessin, l'intérieur comme est fait. Vous avez un diaphragme, vous avez des cristaux, etc. C'est important de savoir que dans la construction, on prend aussi de l'espace parce qu'on utilise des cristaux dans une façon qu'on a la pression, on a aussi l'accélération. Et l'accélération, on va la compenser. On va faire une compensation de la mesure d'accélération parce que le cristaux lui-même ne sait pas si c'est dû à la pression ou à l'accélération. C'est à nous de fournir un système, de bâtir le capteur dans une façon où on mesure que la pureté de la pression et pas comment dire, le bruit dû à l'accélération. Et vous savez, l'accélération, c'est quand on a des mesures de phénomènes dynamiques. C'est grosse. Ça va certainement donner un contribution aussi final que vous allez faire dans l'analyse. Donc, aussi avec le capteur de pression, on est obligé donc à mettre l'électronique à l'extérieur. Vous savez qu'on utilise alors, on a des dessins plus ou moins compliqués, comment dirais-je, on a des dessins, et en fonction de la température, en fonction de la bande de mesure que vous voulez avoir. Ici, à l'état américain, on utilise toujours le PSI, mais vous savez bien, 14 PSI, ça correspond à l'atmosphère, en bar, les 500 PSI, le 3000 PSI, avec des températures différentes. Donc là, on arrive aujourd'hui à arriver jusqu'à 790 degrés en continu. Donc, c'est les turbines qui nous donnent le défi d'arriver à des températures. Et comme vous savez, les turbines, quand on fait un contrôle sur près de la flamme, c'est les températures, c'est près de 790 Celsius. Pour une continuité d'opération pour des milliers d'heures. Donc, le capteur doit résister à la grosse chaleur et jamais se tromper dans la mesure. Donc, la stabilité, la sensibilité, tout doit rester impeccable pendant que le temps passe. Vous voyez ici, encore même histoire, dès que vous avez un connecteur coaxial, donc vous savez exactement que vous avez à faire avec soit un ICP, ou ce n'est pas un ICP, c'est un système de pression-charge non différentiel. On peut faire aussi, bien sûr, le différentiel aussi avec les autres. Mais laissez-moi faire une parenthèse sur les éléments sensibles. On a vu la piézite, c'est en céramique. Donc, la céramique, c'est une espèce de poudre, potion magique, disons, qui a fait un procès particulier et traité pour avoir certaines caractéristiques. Mais, donc, c'est un système, comment dirais-je, artificiel. Tandis que nous avons la nature qui nous donne
une matériau, le quartz, le même que vous avez dans les montres. C'est un quartz assez particulier, assez pur, qui est cisaillé dans certaines directions, des axes comme ça, et qui donne le quartz lui-même a la stabilité parfaite pour faire des mesures. Nous employons le quartz pour les autres températures, mais nous employons aussi le quartz dès qu'il y a des mesures où la variation de la température ou l'ambiance qui continue à varier, ça nous donne la possibilité d'avoir l'accéléro ou le capteur, et tous les capteurs de pression sont faits avec ces quartz-là, assez stable. Donc, peut bouger, peut augmenter la température, on n'aura pas de bruit généré par effet de l'élément sensible. Et donc, nous avons développé à partir d'une quartz naturelle avec un procédure assez secret, parce que ce qu'on fait nous-mêmes, on l'a breveté, trait de marque UHT, donc ça veut dire Ultra High Temperature 12. 12, c'est 1200 degrés Celsius, Fahrenheit. Et à partir de là, on cherche de faire de plus en plus avancer avec de l'autre température. Donc, on utilise ce cristaux pour faire soit la mesure de pression, soit la mesure de vibration. Comme j'ai dit, en ne pouvant pas mettre l'électronique, disons l'électronique, c'est, comment dirais-je, c'est une limite de la technologie aujourd'hui. Il y a quelqu'un, on arrivait jusqu'à 135, 150, on est monté jusqu'à 180, on arrivera bientôt à 200, mais on arrivera, je ne crois pas qu'on arrivera un jour à avoir les 400 degrés à l'intérieur du capteur. Donc, si vous voyez, nous avons par exemple le capteur et nous avons le câble. Le câble a sa importance parce que le câble, dans avec un charge amplifier, et le fait qu'on n'a pas l'électronique dedans le capteur, on est donc obligé à faire l'étalonnage avec le capteur, le câble et l'amplificateur. Donc, vous comprenez, c'est automatiquement le fait que vous changez le câble, vous changez une partie du système de la mesure, et donc l'étalonnage doit être refait. Très intéressant. Bien sûr, si vous êtes dans un endroit à 80 degrés, par exemple, on doit utiliser un câble qu'on appelle le hardline, donc c'est un câble dioxyde minéraux comme ça, donc assez rigide, et la longueur de ces câbles-là peut être avec l'ambiance de la température. Dès que la température baisse, on peut passer après avec un câble plus traditionnel comme le câble notre Teflon, le 003, qui peut résister jusqu'à 260 degrés. Et après, vous avez donc l'électroligne, vous avez les amplis en ligne, donc comme les 27-21 ou les 66-34, la différence est la possibilité d'avoir les filtres, d'avoir des réglages plus ou moins sophistiqués. Ou si vous voulez venir à un système assez simple, comme un système ICP en principe, on vous donne l'ampli à l'extérieur. Donc, vous avez le capteur, le câble, les deux câbles, si vous voulez, et le conditionneur de température sont à l'extérieur, avec, bien sûr, la sensibilité fixe, les filtres. Vous pouvez rien changer, mais c'est un système assez simple. Et il faut dire que la plupart des clients apprécient le fait d'avoir la simplicité d'un système qui est un peu un système ICP mixte, disons, parce que c'est le capteur, le câble et l'électronique en dehors. Si vous voyez maintenant les deux capteurs à gauche, les 357 et le B63 et le M168, vous voyez que le même capteur, et je confirme être le même capteur, le même cristaux, la même construction, etc., là, vous voyez une différence d'utilisation en température, dans la gamme de température. Bon, quel est comment dirais-je, rien de magique, mais la magie est faite par le fait que le capteur, le B63, a un connecteur et le connecteur est limité à une certaine température. Donc, si on prend le même capteur et on enlève le connecteur et on va direct avec une soudure d'un câble de haute température comme le hardline, vous voyez que le même capteur est capable d'arriver à 600
760 degrés Celsius. Donc, alors, c'est possible de l'utiliser. Bien sûr, le câble hardline, on peut changer le câble si quelque chose arrive, tandis que l'autre, en étant intégré avec le capteur, peut être moins facile de le remplacer comme ça. Mais on vous donne donc, du point de vue de la technologie, que le connecteur lui-même a de l'importance sur la fonction en température du capteur. Si on continue, donc, vous voyez que nous avons donc dans le différentiel, c'est toujours, dans ce cas, on a un capteur que vous savez, on arrive à 760 degrés parce qu'on n'a pas les connecteurs sur le capteur. On a donc un câble intégré. On a un connecteur à la fin. Donc, à la fin, ça veut dire que la température, bien sûr, est plus basse. Et à partir de là, on va être lié avec un câble qui soit souffle ou qui soit hardline. Et on a plusieurs amplis qui sont disponibles avec, comme on a dit, la plupart des fonctions plus ou moins complexes selon la mesure que vous faites, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Si je retourne un peu arrière sur la question du quartz UHT, vous voyez bien que entre le bleu et le rouge, donc le UHT, dans une gamme de moins 54 à 538, on a fait ça le test dans une four à température contrôlée et on a vu que vous pouvez attendre de moins de 2 à 3% de variation de sensibilité dans ces gammes de mesure. C'est-à-dire que la céramique est un peu plus complexe. Là, vous passez presque le double, sinon même 3 fois. Mais le problème est que la réponse n'est pas linéaire. Donc, il faudrait faire un étalonnage à la température correcte que vous voulez employer pour être sûr que vous n'êtes pas dans la gamme entre les 5, les 3, les 2 ou les 10. Vous voyez, par exemple, à 650, à peu près, 650, vous aurez le pic à 10. Mais si vous travaillez, par exemple, si vous descendez la température d'un côté ou l'autre, vous voyez que l'influence pourcentage de la température est moins valable de ce côté-là. Autre chose, donc là, une chose, c'est le cristaux lui-même, important, mais une chose assez importante, c'est que soit le cristaux et soit donc l'électronique doivent maintenir une valeur de la résistance interne assez élevée. Nous savons que les capteurs, dès que la température commence à augmenter, l'électronique baisse la résistance d'isolement. Et que vous savez que dans toutes les mesures, même dans la mesure du grounding que vous faites à la maison, si vous avez une valeur basse, faible de la résistance, ça vous donne, ça ouvre la porte à les bruits, ça ouvre la porte à de l'instabilité, ça ouvre la porte à la mal à tête pour bien comprendre quel est le signal originaire et quelles sont toutes les influences autour du capteur et de la mesure que vous faites. Donc, c'est pour ça qu'en développant ces capteurs-là, on a réussi à faire, aux côtés du capteur, de mettre certaines composantes électroniques qui continuent à donner à faire que le quartz, l'UHT12, maintienne la fonction du point de vue de l'électronique et de la fiabilité. En parlant d'hydrogène, de gaz comme ça, bien sûr, on ouvre la porte au monde ATEX. Ici, c'est ATEX, parce qu'en Europe, c'est commun l'ATEX. Aux États-Unis, c'est CSA, FM. Et donc maintenant, tous les pays ont son propre marque, son propre règle, son propre système ATEX. Nous, à PCB, nous faisons le possible pour avoir les capteurs avec les différents systèmes les vérifications faites sur le pays. Par exemple, l'Inde, la Corée, la Chine, la Russie à l'époque, et tous ces pays-là demandent des certifications différentes. Donc, la plupart des locataires, nous les avons. Si vous avez une demande pour aller travailler dans un certain pays, faites attention que les produits que vous allez acheter sont donc valables
avec tout le doc disponible pour ce qui concerne soit l'ambiance, le dust, le gaz qu'il est, et surtout la certification soit mise à jour de côté du pays, etc. Donc, ne vous arrêtez pas sur « Ah, c'est un texte, donc ça ira partout ». Non, c'est pas comme ça. Donc, la texte, c'est le principe, c'est la base ici en Europe, heureusement, mais il y a des pays qui ne suivent pas la texte, donc c'est des autres bureaux de certification comme ça. Pour le reste, c'est... bien sûr, de la certification, c'est le capteur, bien sûr, est sensible. On a le câble n'a pas d'influence, donc on peut dire que le câble ne doit pas être ATEX parce que le câble est retenu comme un composant passif. L'électronique, quand on a l'électronique à l'extérieur, comme l'électronique de charge, ça doit être aussi vérifié avec AX. Donc, vous avez ici des exemples des capteurs, plusieurs capteurs avec le AX avant, donc certifié, et le capteur et l'amplificateur de charge marqué aussi AX. Et donc, l'AX, le monde ATEX, c'est un monde spécialiste. Et nous-mêmes, nous faisons confiance à des consultants à l'extérieur. En France, vous avez une société comme LC, je crois, qui sont des spécialistes. Nous-mêmes, nous avons utilisé cette société en France pour faire des certifications dans certains de nos produits. Et on utilise aussi des autres maisons aux États-Unis, un peu partout. Ça dépend de l'endroit où nous font la demande de la certification du produit, etc. Pour le reste, donc, l'ATEX s'applique bien sûr soit dans la mesure de la pression, et si vous avez les capteurs avec les CP, on a des capteurs certifiés ATEX jusqu'à 121 degrés Celsius, et dans la pression charge, on peut monter jusqu'à 650, comme a dit, là c'est le capteur, puis le câble, pas d'influence, et après on a l'ampli qui doit être mis ou dans la zone dangereuse, d'une certaine façon, on ne le laisse pas comme ça, ou dans la salle, dans ce cas-là, c'est la salle de contrôle, c'est pas des zones dangereuses, donc on peut utiliser aussi des autres amplificateurs. Donc ça, c'est assez important. UHT12, trademark, donc c'est un produit que nous faisons, et donc nous avons bien sûr nous avons une histoire avec ces produits comme ça. Et nous avons une histoire de fiabilité, parce que c'est un cristaux que nous commercialisons depuis des années, et c'est un cristaux avec des capteurs qui sont maintenant, par exemple, en hydrogène. Et dans les premiers tests de nos clients, des gros clients comme Baker Hughes, General Electric, comme ça donne des résultats confortables. Le capteur continue à travailler sans être abîmé, sans être craquelé, sans avoir des surprises au point de vue de la fiabilité. Donc, excusez-moi, comme tous les Italiens, je suis un peu bavarde. Peut-être j'ai dit des choses qui étaient un peu autour de la présentation comme ça, mais pour vous donner, comment dirais-je, un peu la complexité. Donc, c'est pas le capteur. Dans les capteurs, il y a sans doute des composants qui sont très importants. L'étalonnage est aussi une autre façon très importante de vérifier que ce que vous faites est valable. Et surtout, faites attention toutes les fois que vous allez chercher un câble, connecter un câble comme ça. Le câble a sa propre importance, point de vue température, résistance d'isolement. Et toutes les fois que la température augmente, automatiquement la résistance baisse et là, ouvre la porte à l'éblouir comme ça. Merci, je m'arrête, trop bavarde. Merci de votre patience ce côté-là. À mes collègues. Merci Paolo. Merci beaucoup Paolo. Oui, en attendant, s'il y a des questions, Christian, est-ce que tu avais vu des questions? Oui, j'ai vu une question concernant les tests en irradiation de nos capteurs. Hein. On a certains capteurs qui ont été testés en irradiation, hein, donc qui peuvent fonctionner dans le domaine du nucléaire. Hein. Donc ça, les valeurs sont données dans les fiches techniques des capteurs. Hein. Exact, si. Après, il y a une autre question. C'est le capteur simple dans ces cas-là. Ouais. Donc, il faut définir c'est le cristaux, le capteur, et il n'y a pas de l'électronique, parce que l'électronique, comme vous savez, peut pas être
irradiés par les ions, ouais, les radiations ionisantes. Les ions, ça me venait pas le mot. Ensuite, il y a une question concernant les limites de longueur de câble. Alors là, en règle générale, hein, les câbles intégrés au capteur ont une longueur de 3 mètres. Hein, tout ce qui est câble rigide, les hardness. Hein, donc, ensuite, après, on peut mettre des longueurs. On peut mettre des longueurs jusqu'à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, hein, si on le souhaite. Hein. Ça, il faut vraiment nous le demander dès le départ, ça. Mais en standard, tous nos capteurs très haute température, hein, jusqu'à 760 degrés, hein, ont des longueurs donc, de câbles attenants au capteur de 3 mètres. Oui. Mais sur demande, on peut les faire aller beaucoup plus loin. On peut aller, je crois que j'ai déjà vu une application, on était monté à plus de 20 mètres, hein, de câbles hardline. Hein. Voilà. Pour voir au début, comme ça, on peut construire un certain type de câble. Ouais. Et surtout, on fera le talonnage complet avec le câble. Exactement. C'est ça qui est important. Etc. Et dans l'ampli, si c'est le cas, on peut changer les filtres. Si le client aime faire la mesure d'une certaine gamme de fréquences, ou si, selon de la gamme de fréquences et la mesure, le type de la mesure, on peut bien sûr... Alors, le module vert qu'on a présenté juste avant à Tex, le 400... Le 682. Voilà, je retourne à la diapo. EX682. Voilà, celui-là. Donc, vous voyez avec une sensibilité 10 millivolts par picocoulomb. Mais c'est seulement un modèle. On a la série qui est avec le 1, le 5, le 10, le 50, le 20. Et aussi, on a des filtres à l'intérieur qui nous utilisent, par exemple, dans le domaine de l'énergie, on peut le dire, hein, dans les turbines, selon de la mesure, si c'est du pur humming ou si c'est des autres comme ça. Donc, on a des bandes assez réduites du point de vue de la mesure comme ça. On met le low pass filter pour avoir exactement, pour regarder dans la fenêtre où on veut regarder le signal, etc. Absolument, oui. Oui, absolument. Voilà, bon, mais c'est vrai que la plupart des câbles, hein, utilisés dans les capteurs très haute température, en règle générale, les 3 mètres sont largement suffisants. Il y a quelques applications très spécifiques qui sont demandées avec des longueurs beaucoup plus élevées. Mais c'est faisable. Et aussi dans les ICP, comme on a dit, on n'a pas de limite dans la longueur de câble. On a des applications, on a, par exemple, on a le quartz qu'on utilise dans certains endroits, par exemple des mesures d'environnement, donc les sismiques. Nous avons des capteurs qui vont de mesures de la très basse fréquence avec de la haute sensibilité. Vous savez, les tremblements de terre, hein, il y a eu un Naples assez fort, comme vous savez, et autour, on a beaucoup de capteurs qui font de la mesure comme ça. Mais les capteurs, on arrive des longueurs de câble de 300-400 mètres et on n'a pas de problème, exactement. Donc, on peut, avec le ICP, donc on peut avoir une longueur de câble importante, même avec des câbles coaxiales. Et important aussi, si vous décidez de changer le câble, ça ne change pas la sensibilité du système ICP. Ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut toujours mettre en tête. Tout le reste de la chaîne de mesure au-delà du capteur, peu importe. Ça ne changera pas l'information. Ce qu'il faudra juste penser, hein, lorsqu'on travaille avec des capteurs ICP, si on a des grandes longueurs, c'est avoir une alimentation qui puisse aller jusqu'à 20 mA hein, maximum, donc en courant, pour qu'il y ait suffisamment de puissance. On peut ajuster la courant pour compenser la capacité du câble. Exactement. Exactement. Si ça arrive, oui. Mais donnez toutes les informations de ce que vous voulez faire la mesure. On peut vous conseiller, donner des renseignements techniques, etc. Voilà. Ce qu'on voulait faire avec ce webinaire, c'est vous montrer que PCB peut vous fournir des capteurs qui fonctionnent de moins 252 degrés jusqu'à plus 760 degrés. Donc, ça soit donc avec les capteurs, les accéléromètres ou également donc les capteurs de pression dynamique. Exactement. Donc, juste un petit mot sur les prochains webinaires. Ouais. Et surtout le nouveau système IO-Link qui sera... il y aura un prochain webinaire au mois de juin. Normalement. Le système IO-Link.
Donc, je vous laisse expliquer un petit peu. Ce sera un petit peu aussi du direct, présentation en direct des effets, tests en direct. Donc, tout ce qui est système IO-Link, donc c'est la mesure de vibration dans le monde industriel pour le process. Ça servira également pour la surveillance industrielle et pour le process. Donc, PCB donc, a décidé de rentrer dans le monde du process. Protocole, oui, exact. Merci. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Non. Les autres webinaires que nous prévoyons, c'est les solutions dans le domaine de la surveillance, dans le domaine du nucléaire, et puis la surveillance des usines de traitement de l'eau. Mais le plus important, je pense que ce sera celui de l'IO-Link. Voilà. Donc, nous vous invitons. Voilà, donc toute la présentation qui a été faite aujourd'hui par Paolo. Hein. Merci encore Paolo, hein, qui a fait ça dans un très bon français. Hein. Donc j'aimerais bien pouvoir parler italien aussi bien que Paolo parle français. Donc toute la présentation sera disponible et donc Elisabetta fera le nécessaire pour vous faire savoir comment récupérer. Elle est téléchargeable après le webinaire. D'accord. Direct, oui. Voilà. Merci à tous. Ben, merci à vous tous de nous avoir voilà, suivis pendant ce webinaire. Non, merci. Non, plus de questions. Merci Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée. Merci. Bonne Au revoir. Bonne journée. Merci.